Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu découvriras les épisodes filmés de mon podcast Itinéraire bis, le podcast qui explore les chemins de vie et leurs déviations. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir ces histoires inspirantes. Pour me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Manon. Bonjour Abby. Merci d'avoir accepté mon invitation à un podcast. Merci d'avoir accepté la mienne. On s'est mutuellement invités. On s'est mutuellement invités un dimanche après-midi. Un dimanche après-midi. Pour te dire à quel point, pour vous dire à quel point on était motivés par ce sujet, parce que aujourd'hui on va parler des crises liées aux troubles de la personnalité borderline. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, je tiens à faire un petit trigger warning, parce que le sujet de la vidéo, du coup, ça va être les crises, et qu'on peut employer des mots qui peuvent activer ou déclencher des choses chez certaines personnes. Donc, si jamais vous sentez que c'est des sujets un peu sensibles pour vous, protégez-vous. Autre chose très important, si vous le souhaitez, en tout cas, souvenez-vous de vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais vous voulez soutenir ce type de contenu. Et étant donné qu'on va parler beaucoup sur le trouble de personnalité borderline et sur les crises, si jamais vous voulez partager en commentaire des expériences, si jamais vous voulez vous exprimer en commentaire, il y a l'espace qu'il faut en dessous de la vidéo YouTube. Avant de démarrer cet épisode de podcast, je démarre toujours par la même question, c'est comment tu te sens vraiment aujourd'hui ? Je me sens bien. Tu te sens bien, c'est une bonne journée ? Safe. Oui, moi aussi je me sens safe. Moi je pense que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais globalement je me sens bien. Et j'aime bien contextualiser un peu ce qui nous a amené à faire cet épisode de podcast. C'est que récemment j'ai fait la formation des premiers secours en santé mentale. Alors cette formation est excellente et j'encourage tout le monde à la faire parce que vraiment je pense que ça devrait être une obligation de société de former tout le monde aux premiers secours en santé mentale. Après c'est une formation qui n'est pas prise en charge et ce serait super et trop génial qu'elle le soit. Et en fait, on voit une pluralité des troubles psychiques. On voit, la dépression, la bipolarité, les troubles psychotiques, on voit les addictions, on voit l'anxiété généralisée, on voit les troubles du comportement alimentaire, etc. Sauf que, à aucun moment, le trouble de personnalité n'a été mentionné. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que ça veut dire que les personnes concernées ou leurs proches, finalement, c'est quand même une information qui est difficilement accessible de savoir comment réagir en tant que crise et en tant que proche de personnes concernées. Donc voilà, du coup, je t'avais envoyé des messages, je t'ai dit ça te dit, on donne les clés et tout, parce que c'est hyper important. J'ai dit oui, donnons les clés, c'est hyper important. Exactement. Et surtout, l'idée, c'est qu'on aborde les crises, mais aussi comment les traverser. Et c'est plutôt aussi de vous donner des clés, justement, des tips pour traverser les crises. Ouais, complètement. Complètement. On va pas seulement parler des crises, mais on va aussi parler de leurs déclencheurs, des solutions à mettre en place pour les personnes concernées et pour leurs proches. Ouais. Pour aider un peu à mieux comprendre ce qui se passe et à mieux agir. Alors, l'intro est un peu longue, c'est normal, et après, rassure-toi, je te laisserai la parole. J'aimerais rappeler quelques chiffres sur le trouble de personnalité borderline parce que moi, je commence à avoir cette frustration de... En fait, il y a des gros sujets de santé mentale sur les troubles psychiques. Et en fait, très souvent, le trouble de personnalité borderline ne fait pas partie, en tout cas, des mentions sur certains troubles psychiques. Par exemple, récemment, sur le Haut Commissariat au Plan, je ne sais pas si on verra quelque chose à la caméra, ils ont sorti un rapport de 72 pages. Alors, je n'ai pas imprimé les 72 pages. En fait, elle a imprimé que la première. J'ai imprimé que la première pour montrer le truc. Le document est gratuit, libre d'accès sur le site du gouvernement, et je le mettrai en lien de cet épisode de podcast. Ça s'appelle « La prise en charge des troubles psychiques et psychologiques, un enjeu majeur pour notre société ».
C'est sorti en juin 2024 et c'est une étude hyper approfondie avec plein de chiffres et tout. Et devine quel est le grand absent de ces 72 pages? Le trouble de personnalité borderline. C'est-à-dire qu'il parle de dépression, il parle de bipolarité, il parle de schizophrénie, il parle de plein de choses. Et en fait, là encore, le trouble de personnalité borderline n'est pas inclus. Et donc, ce qui est dérangeant, c'est que, pour rappeler les chiffres, on estime que c'est 2% de la population française. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus. On a une estimation de 1,3 million de personnes en France, ce qui est quand même pas négligeable, comparé à d'autres troubles psychiques aussi. Et qu'en fait, quand on nommait le trouble de personnalité borderline dans soit des événements de santé mentale, soit des formations liées sur les troubles psychiques, ou même au sein du gouvernement quand ils font des rapports, des études, des chiffres, des statistiques, en fait, ça participe aussi à un peu invisibiliser. C'est-à-dire qu'on n'a aucune information concrète sur ce trouble-là. Et par exemple, moi, sur les réseaux sociaux, quand il y a des gens qui me disent « Ouais, tu t'inventes des problèmes, tu t'inventes un truc qui n'existe pas », On adore. On adore, mais c'est surtout, en fait, je comprends qu'ils pensent que c'est un truc qui n'existe pas parce que, en fait, il est mentionné très rarement. Qui n'existe pas ou qui fait peur. Et qui fait peur. C'est le double mythe du trouble de la personnalité borderline, c'est soit que ça n'existe pas ou soit ça fait très peur. Complètement. Donc voilà, il est très méconnu, très mal compris, l'information, elle est compliquée, de temps en temps, il est très oublié. En plus de ça, pendant longtemps, il était considéré comme le diagnostic fourre-tout, le diagnostic poubelle, le trouble de personnalité borderline, comme n'étant pas un vrai truc à part entière, mais ça, on va en parler beaucoup plus en détail. Et un dernier chiffre, et après, promis, je te laisse la parole, c'est, on estime que c'est 70% des personnes diagnostiquées borderline qui font des passages à l'acte suicidaire au cours de leur vie, et que 10% meurent suicidés. Oui. Donc c'est un trouble qui est vraiment grave, et vraiment existant, avec une détresse réelle. Si je donne ces chiffres, c'est parce que j'aimerais vraiment beaucoup à l'avenir qu'on ait beaucoup plus de ressources et que ce soit pris beaucoup plus au sérieux. De la part des professionnels de santé, de la part de toutes les personnes dans le monde de la santé mentale, de la part des populations. Et voilà. Après, je pense que c'est important aussi de spécifier que c'est un petit peu spécifique à la France. Ouais, complètement. Parce que si tu vas en Angleterre, si tu vas en Suisse, si tu vas aux États-Unis, au Canada, c'est un trouble qui est extrêmement considéré avec des traitements spécifiques, adaptés, et que c'est aussi la France, je pense, qui accuse un peu un retard en psychiatrie. Ouais, et puis qui oublie souvent. Enfin, la France est vraiment très en retard. Mais c'est vrai que même Suisse et Canada, ils sont beaucoup plus avancés que nous là-dessus. Enfin, même un peu. Oui. Ouais. Et c'est aussi ce qui en fait de la complexité, nous, pour les professionnels de santé, aussi par rapport aux formations. Parce qu'il y a peu de formations accessibles en France. Un peu plus aujourd'hui, quand même, ça tend à se développer. Mais moi, quand j'ai commencé ma profession il y a 10 ans, il y avait juste vraiment pas grand-chose. Donc, il a fallu faire quelques allers-retours en avion et en train. Au Canada, en Angleterre. Et bien justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Peut-être. Peut-être. Du coup, je suis Manon Baudouin, donc je suis psychologue depuis presque 10 ans, déjà. Que dire, tu veux que je me présente ou que je me présente en tant que psychologue ? Comme tu veux. Ok. Alors moi, je suis psychologue du coup depuis 10 ans. Avant d'être psychologue, j'étais comédienne. Du coup, j'ai repris les études un peu sur le tard, à l'âge de 23 ans. Et le trouble de la personnalité borderline, ça s'est inscrit comme une évidence. Et du coup, une fois que j'ai été diplômée, je me suis vraiment tout de suite intéressée à la prise en charge du trouble, et notamment au regard vraiment du manquement de soins aussi en France. Et du coup, le premier voyage, ça a été l'Eurostar, direction Londres,
pour déjà faire une année en stage dans on appelle ça un centre de charité du coup à Londres, parce que c'est un peu différent que les modèles français, où du coup il y avait du soin pour les patients borderline et justement à partir de la DBT ou de la thérapie comportementale dialectique en France. Donc c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Et aussi mon premier workshop avec Marchaline et Anne, qui n'a pas été sans émotion, qui a été beaucoup trop d'émotions d'ailleurs peut-être, mais vive le trop d'émotions, parce que c'est aussi un super pouvoir, mais ça on en reparlera. Et où j'ai fait ce workshop sur la crise émotionnelle, donc sur la détresse émotionnelle. Et petit à petit, du coup, je me suis formée aussi donc à Londres, en Suisse, au Canada, un peu partout. Voilà. Et depuis 6 ou 7 ans, j'ai aussi mis en place des groupes de thérapie comportementale et dialectique à l'hôpital Tarnier, dans le service du professeur Granger, où tu es avec moi à présent. Où je suis stagiaire. Voilà. Et peut-être futur collègue. Et peut-être futur collègue. Et je travaille également en libéral dans un cabinet dans le 11e. Voilà, avec spécifiquement des personnes avec de la dysrégulation émotionnelle et ou un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Ouais. La spécificité, c'est vraiment la gestion quand même de la crise. Et voilà. Et toi, qui es-tu ? Et toi, qui es-tu ? Et toi, qui es-tu ? Bah déjà, merci pour cette présentation. Et puis, tu as aussi écrit plusieurs livres sur le trouble de personnalité borderline. Ouais, pendant les vacances de Noël, il m'est arrivé. De temps en temps, durant mes vacances, j'écris. Temps. Je publie des livres de temps en temps. Effectivement, un collab, j'ai écrit un livre pour les ados, un livre sur les troubles de la personnalité borderline et un livre sur les troubles de la personnalité. Voilà. Et peut-être d'autres ouvrages à l'avenir, on ne sait pas. Il paraît, ouais. Il paraît. Mais ça, on ne peut pas trop spoiler parce que je ne sais pas trop si on a le droit. Non, ouais. Mais bon, possiblement des beaux projets dans le futur aussi. Et des beaux projets avec toi aussi. Bah ouais, carrément. Carrément. Bah déjà là, on est en train d'en faire un. Non, trop bien. Moi, qui je suis ? Je suis Abigail Baran. Je m'identifie comme une militante pour déstigmatiser le trouble de personnalité borderline et sensibiliser à ça. Je m'estime comme étant rétablie du trouble de personnalité borderline. Donc j'ai eu un parcours hyper pluriel parce que j'ai fait des hospitalisations complètes, des hospitalisations en hôpital de jour. J'ai fait à plusieurs reprises des thérapies spécialisées dans le trouble borderline en tant que patiente. Ensuite, j'ai repris mes études pour devenir sophrologue. Et j'ai aussi obtenu un diplôme universitaire en rétablissement en santé mentale à Paris-Cité. Et je vais quand même parler de mon engagement militant parce que je sais que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ce que je fais. Mon engagement militant, il passe par évidemment essayer de faire connaître le trouble de personnalité borderline le plus possible auprès du grand public. Parce que ça, je pense être le premier point hyper important. Ce que je fais aussi, je fais des webinaires souvent en entreprise de sensibilisation aux troubles psychiques et aux questions de santé mentale. Donc ça peut passer par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais sur le tournage d'un documentaire pour les patrons des entreprises. Donc moi, j'intervenais sur troubles de personnalité borderline et intégration dans le monde de l'entreprise. Et ensuite, en 3, c'est aussi sensibiliser à des meilleures pratiques pour encadrer le trouble borderline, mais au sein des hôpitaux et au sein des équipes soignantes. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai des instituts de formation des cadres en santé qui me contactent justement sur cette thématique de comment mieux prendre en charge le trouble de personnalité borderline. Et c'est super chouette parce que j'interviens en tant que personne concernée. Et en dehors de ça aussi, d'un point de vue peut-être un peu plus politique, je suis quand même partie au Parlement européen. Ça, j'étais hyper contente. Mais peut-être qu'on en reparlera sur d'autres thématiques. Mais c'est aussi en tant que personne concernée, faire porter cette voix-là. Parce que moi, j'ai décidé de briser ce tabou-là et d'en parler très librement, de façon très assumée. Mais j'ai aussi conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire parce que ce serait trop dommageable dans leur vie professionnelle, intime et familiale.
Donc voilà, c'est un peu tout ça ce que je fais. Je pense que j'ai dû oublier plein d'étiquettes, mais en fait, je fais tellement de choses que voilà. Et peut-être aussi qu'on parlera du rétablissement du trouble de personnalité borderline, parce que c'est important de préciser. Je m'estime pas guérie. Je m'estime en tout cas cohabiter avec le trouble borderline sans plus que ce soit une souffrance dans ma vie. Donc ça... Je crois qu'il y a une belle métaphore, il y a une jolie métaphore que j'aime beaucoup. C'est de construire sa structure au cœur de sa déstructure ou sa stabilité au cœur de son instabilité. Merci Marshall Linehan pour toutes ces bonnes phrases que tu m'as fait retenir. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui c'est Marshall Linehan, vite fait? Marshall Linehan, c'est une psychologue et une chercheure. Je ne sais pas si on dit chercheur ou chercheuse. Chercheuse. Aux États-Unis, qui a, si je puis dire, un peu concédé sa vie au trouble. En tout cas, elle s'est engagée pour le rétablissement de ce trouble et elle a créé du coup la thérapie comportementale et dialectique aux États-Unis pendant quelques années avec un ensemble de cliniciens et de chercheurs. Et elle a révélé des années plus tard, beaucoup d'années plus tard, elle-même avoir du coup souffert de ce trouble et ayant connu une errance diagnostique tellement forte et tellement puissante que je pense que ça a été vraiment probablement sa résilience et probablement son fil conducteur aussi de vie, ce qui lui a donné du sens. Et d'ailleurs, dans la TCD, elle insiste beaucoup sur qu'est-ce qui a du sens pour soi et d'aller vraiment vers une vie qui vaut la peine d'être vécue. Voilà qui est Marshall Linehan. Donc quand on la voit, on verse quelques larmes quand même. Oh là là, tu m'étonnes. Enfin, j'ai versé quelques larmes, après je ne sais pas si l'ensemble c'est quelques larmes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que borderline? C'est quoi ce truc? De quoi ça s'agit? Le premier mot qui me vient, c'est instabilité. Ok. Le deuxième mot qui me vient, c'est insécurité. Et le troisième qui me vient, c'est inconsistance de soi, du soi. Et on va retrouver majoritairement du coup une instabilité émotionnelle, relationnelle, comportementale et de l'image de soi. Ça, c'est vraiment la définition un petit peu générale. Après, plus spécifiquement, on parle de dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une hypersensibilité qui fait que les émotions sont très intensément ressenties et vont mettre beaucoup plus de temps du coup à redescendre que pour des personnes qui auront une sensibilité différente. Donc il y a beaucoup de variations émotionnelles au cours d'une même journée avec énormément d'intensité. On va retrouver aussi des difficultés dans les relations où on parle souvent de relations chaotiques et ou instables, même si j'aime pas les connotations négatives. Des personnes aussi qui sont très dichotomiques, polarisées dans le tout ou rien, donc extrêmement d'intensité, et notamment dans les relations avec beaucoup d'idéalisation et de désidéalisation, parce qu'il y a tellement d'investissement, tellement de donation de soi, ça va générer aussi des attentes qui font que les personnes vont souvent être déçues et du coup elles vont être dans la désidéalisation de la relation, voire même de la personne. Des personnes aussi qui sont extrêmement sensibles à l'abandon. Elles vont même être en réaction presque quasi constante dans les relations à la peur d'être abandonnées, rejetées ou jugées, avec une image de soi extrêmement floue et fluctuante. Cette sensation parfois de ne plus savoir qui on est, de se surinvestir dans des choses qui vont sembler être très importantes d'un coup et puis soudainement vraiment perdre de leur intérêt comme si ça n'intéressait plus. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la polarité en tout ou rien. On va retrouver aussi, et c'est là où il y a tous les dangers dans le trouble de la personnalité borderline, c'est des comportements autodommageables, avec aussi effectivement des comportements suicidaires, des comportements impulsifs extrêmement forts, qui vont pousser la personne à soit consommer, soit se mettre en danger, faire des achats compulsifs, tout ce qui va être lié du coup à l'urgence à agir quand les émotions sont extrêmement fortes. Et des colères aussi, la difficulté à gérer les colères. Et ou parfois c'est des colères qui sont extrêmement intériorisées. Et on va retrouver aussi ce qu'on appelle de la dissociation. C'est-à-dire quand les émotions sont extrêmement intenses ou quand il y a un contexte extrêmement stressant,
des personnes qui peuvent s'observer un peu comme dans un film ou qui vont être en pilotage automatique, qui peuvent aussi parfois avoir des accès où elles vont être dans la méfiance absolue de tout, et des personnes qui les entourent, mais ça va durer rarement plus de quelques heures. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Ah non, j'en ai quand même oublié un. Moi aussi, j'en oublie toujours quand je... Vas-y. C'est le sentiment de vide. Et c'est ouais. en plus ce qui permet parfois même de poser le diagnostic. Le sentiment de vide qui est souvent ressenti et décrit comme s'il y avait un trou à l'intérieur de soi, comme si on n'avait plus accès à la conscience de soi, comme s'il y avait une perte de repère avec le je, JE. Et le sentiment de vide, il peut être à la fois des questionnements existentiels et aussi la sensation de ne plus savoir qui on est, de ne plus avoir accès aux émotions. Et c'est un vécu, un sentiment qui est extrêmement déstabilisant et qui peut quand même générer pas mal d'angoisse, en tout cas chez les personnes. Voilà. Je crois que cette fois-ci, j'ai fait quand même le tour. Je peux pas m'empêcher de sourire quand je t'entends parce que je suis vraiment là en mode alors ça, oui, j'ai eu, ça j'ai. C'est hyper impressionnant. Mais ouais. Bah merci déjà pour cette description très bien formulée, très approfondie. Je peux peut-être quand même rajouter, ça me semble important, qu'il y a aussi des comorbidités. Ah ouais. La plupart du temps d'ailleurs, des comorbidités qui peuvent être effectivement troubles anxieux, ça peut être aussi tout ce qui va être troubles neurodéveloppementaux. Il y a quand même des comorbidités assez importantes, troubles de l'humeur également, qui fait que parfois d'ailleurs on peut avoir du mal à poser le diagnostic parce que il va y avoir un ensemble de symptômes qui peuvent être très mélangés, si je puis dire, qui fait que ça peut être parfois difficile de poser un diagnostic et qui fait que parfois les personnes vont être dans une errance médicale pendant des années. Moi, il n'est pas rare qu'en consultation, on vient de me dire pendant 15 ans, j'ai été diagnostiquée avec un trouble bipolaire et ça ne faisait pas sens pour moi et les traitements ne faisaient pas sens pour moi, médicamenteux en l'occurrence. Et donc, il y a énormément d'errance et aussi de la non-connaissance du coup du trouble. Voilà. Et toi, dans tous ces critères, tu penses que... Oh là. tu penses que... Tu en es où ? Franchement, je suis assez contente parce qu'il y a beaucoup de choses que, tu vois, la dissociation, c'est un truc que j'ai plus, la sensation de vide quasi constante. Je trouve qu'il y a énormément de choses qui se sont beaucoup atténuées et que je vis plus aujourd'hui. Par contre, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, ça, oui. Le fait de voir les choses en tout ou rien, je pense que j'arrive un peu plus à voir un peu mieux la nuance, mais je vois que ce truc-là, c'est quand même très soit c'est ça, soit c'est ça. Et c'est aussi, moi, tu vois, la thérapie, j'ai vu ça comme une espèce de rééducation d'agir différemment qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, ça prenait des proportions super fortes. Dans mon quotidien et tout, c'était quand même... je prenais des décisions très impulsives, très radicales. Je détruisais tout autour de moi systématiquement parce que je me sentais comme un monstre. Je me sentais pas légitime d'être aimée. Et puis en plus, ça s'auto-alimente de... moi, la pensée qui me détruit le plus, c'est de me dire je fais du mal aux gens que j'aime. Et en même temps, c'est vraiment très... voilà. En tout cas, moi, j'estime que toutes les mécaniques, j'ai l'impression de les avoir un peu toutes faites. Et ça a eu des grosses conséquences et tout. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis plutôt assez fière de moi parce qu'au final, c'est plus... je pense que je ressens le monde de façon... donc moi, j'aime bien comparer le trouble borderline à une éponge parce que j'éponge énormément tout ce qui se passe autour. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai quand même besoin d'essorer l'éponge, finalement. Donc c'est un peu comme ça que je le décrirais, mais en tout cas ça a plus des conséquences aussi invalidantes dans le quotidien que j'avais pu avoir avant. Et donc d'un côté il y a eu tout le travail thérapeutique qui m'a beaucoup aidée vis-à-vis de mes réactions, vis-à-vis de tout ça à un peu adoucir. Mais par contre il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'environnement dans le sens où j'ai compris par exemple dans ma vie professionnelle que en fait finalement c'est ma vie professionnelle qui s'adapte autour de mon trouble. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça.
Et c'est pareil aussi sur mes relations. Je pense que ça fait un gros tri quand même dans mes relations. Mais toutes les personnes qui m'entourent aujourd'hui, c'est des personnes qui sont profondément bienveillantes, qui sont vraiment au courant de ça. Et d'ailleurs, on va en parler pour les crises, les proches, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un facteur de l'ordre de... les personnes qui m'entourent aujourd'hui sont au courant. Dans ma vie professionnelle, tout le monde est au courant aussi. Et en fait... Mais c'est un vrai soulagement. Hein, Je sais pas si j'étais au courant avant. Ouais, non. Mais tu vois, moi, quand même, le truc qui était très compliqué, c'est la suradaptation, porter un masque, essayer tout le temps de se suradapter aux autres. Tout ça, c'était pas possible du tout, quoi. C'était très dur. Donc voilà, moi j'estime que ça a été un peu 50-50, tu vois, ça a été 50, je travaille sur moi, je fais de la thérapie, j'apprends beaucoup mieux à ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, comment je le communique aux autres, les stratégies de tolérance à la détresse, repérer les signes des crises, sentir tout de suite quand le truc il monte, si jamais la crise se déclenche vraiment, dans ce cas-là quoi faire, etc., pour pas que ça ait des conséquences. Voilà, donc tout ça finalement, ça c'est beaucoup plus... régulé, je crois que c'est ça le mot, dans le sens où c'est beaucoup plus stable, exactement. Et en même temps, l'autre partie du chemin, là j'estime que c'est aussi un peu mon environnement, c'est-à-dire mes proches, l'environnement professionnel, le rythme en fait de vie qui aussi doit être adapté à ça. Ouais. Par rapport au rythme de vie, justement, c'est assez important effectivement d'avoir un rythme de vie... Alors, je ne vais pas employer le mot sain parce que je n'aime pas non plus ce mot-là. Il y a beaucoup de mots que je n'aime pas. Mais moi aussi. En tout cas, il y a effectivement une routine, tout ce qui va être sommeil, ouais. S'écouter, ne pas aller dans des environnements stressants quand ce n'est pas possible. Ne pas outrepasser ses limites. Par exemple. Ouais, non, carrément. Juste petite parenthèse sur les causes du trouble de personnalité borderline. Est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer là-dessus ? Tu voudrais dire l'étiologie ? Je rigole. C'est une grande blague quand j'emploie des gros mots. C'est quand je m'inscris un peu philosophe. Ouais. Les causes, toi, tu décrirais comment ? Si tu devrais expliquer comment... à partir de quel âge, par exemple, tu t'es dit... Tu me fais une séance de psy comme ça, mais en fait, je te jure. Moi, je sais très bien, alors ça m'a mis du temps, mais je sais très bien comment mon trouble borderline s'est formé. C'est-à-dire que je peux rattacher exactement d'où vient un peu toutes les croyances, tous les trucs, à partir de quel moment il y a eu des cassures, à partir de quel moment, etc. C'est-à-dire que je peux vraiment citer des choses, tu vois. Et je pense que ça s'est vraiment construit de toute petite. Et ensuite, il y a eu plein d'événements. L'adolescence a été un gros tournant aussi. Plein d'événements et une accumulation de plein de choses. Dedans, alors parce qu'il y a quand même des choses que j'ai pas forcément envie de partager, mais de toute évidence, il y a eu la relation avec mon père paternel qui a beaucoup joué. Le fait donc moi, j'estime avoir développé une personnalité radicalement opposée à mon père. Je suis tout l'inverse de mon père. Sur le fait de ressentir des émotions très, très, très fortes et finalement d'avoir en face un schéma familial pas du tout là-dedans. Le truc de la perfection, de je dois être la parfaite, la perfection, etc. Par exemple, mon père est astrophysicien, moi je suis dyscalculique, dyslexique, dysorthographique. Donc en fait, moi j'étais en échec scolaire, etc. Donc tout de suite, j'avais eu besoin d'une aide extérieure pour pouvoir raccrocher le wagon avec les autres enfants. Donc tout de suite, le vilain petit canard, je ne suis pas comme les autres. La perfection très forte. Le monstre et la monstrueuse, je sais aussi d'où ça vient. Là, pour le coup, c'est propre à d'autres événements dans mon enfance où j'ai senti la naissance du monstre, on va dire ça comme ça. Et ensuite, un peu plus loin, il y a eu le harcèlement scolaire à l'adolescence. Première tentative de suicide, j'avais 14 ans. Et finalement, les premières pensées suicidaires, j'avais 9-10 ans.
Et j'ai connu la psychiatrie, 15-16 ans, j'étais sous antidépresseurs, déjà suivie par des psychologues psychiatres. Mais je pense que ça a été vraiment un ensemble de choses qui fait que, on va dire que de base, j'étais très hypersensible, hyper émotive et dyslexique. Et ensuite, tout ce qui s'est fait autour de ça, dans le sens où j'ai compris que c'était un problème, ma dyslexie, que j'ai compris que les émotions très très intenses aussi, que j'ai compris qu'il y avait un schéma familial de perfection très très fort, que moi je ne correspondais pas à ça, etc. Tout ça, ça s'est construit, plus le harcèlement, plus le truc et tout, et ça a pris des proportions comme ça. Moi, j'estime que mon trouble borderline, il s'est fait comme ça. Je pense que tu l'as très bien décrit. C'est vrai, j'ai bien analysé mon travail thérapeutique. Non, mais au sens où tu fais ressortir ce qu'on va retrouver. C'est-à-dire que des facteurs biologiques, c'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité émotionnelle de base, une hypersensibilité, et que ça, c'est vraiment le versant biologique. Il y a même, d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure, mais certaines études qui mettent un petit peu en avant aussi la génétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à notre sensibilité, avec notre sensibilité émotionnelle, et que ce que tu décris, d'avoir finalement toujours ressenti cette hypersensibilité, ça c'est biologique. C'est-à-dire que moi je me souviens d'ailleurs très bien enfant de me dire, de sentir un décalage avec les autres, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup par rapport à la sensibilité. Cette sensibilité émotionnelle, elle est extrêmement intense, c'est-à-dire que les émotions sont fortes, qu'on va vite se sentir blessé, touché, et qu'elle met aussi beaucoup plus de temps du coup à redescendre que quelqu'un qui va avoir une sensibilité différente. C'est-à-dire que Marshall Linehan, elle prend cette métaphore qui est extrêmement intéressante, c'est que si on fait ça sur notre peau, ça fait pas mal, si on est brûlé, ça fait très mal. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les émotions, elles vont être très intensément ressenties, et ça, c'est vraiment le côté biologique. Et il y a aussi le rôle de l'environnement qui n'a pas validé, voire invalidé, les émotions d'un enfant qui déjà vient au monde, si je puis dire, avec une hypersensibilité. C'est-à-dire que si tu as une sensibilité très forte et que je te dis... mais arrête là de pleurer, il n'y a aucune raison de pleurer. Est-ce que ta sœur ou ton frère est en train de pleurer ? Typiquement, c'est une phrase qui n'a pas validé ton ressenti et qui probablement, quand tu es très sensible, va encore plus te blesser, encore plus probablement te faire culpabiliser. Et c'est vraiment cette transaction entre la biologie et l'environnement qui n'a pas validé les émotions qui va venir créer une dysrégulation émotionnelle et du coup qui vont être vraiment des facteurs qui favorisent l'émergence du trouble. Dans les facteurs aussi liés à l'environnement, il n'y a pas que l'environnement non plus familial, il y a aussi l'environnement scolaire, comme tu me l'as dit. On retrouve aussi beaucoup effectivement le harcèlement scolaire. C'est-à-dire que moi, dans le cadre de mes consultations, j'ai énormément de personnes que je suis qui ont subi du harcèlement scolaire. Pareil, quand il y a une hypersensibilité très forte, on peut imaginer aussi que d'être harcelé, se sentir humilié, ça a des conséquences extrêmement importantes sur le développement de la personne. Et j'insiste d'ailleurs beaucoup sur cette émotion qui est le sentiment de honte et qu'on retrouve beaucoup dans le trouble de la personnalité borderline. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une honte de soi interne extrêmement forte. Ce qui fait sens puisque quand on a vécu des expériences d'invalidation, ça fait que ça crée un sentiment de honte en soi-même extrêmement important. Du coup, après, on va être en réaction quasi constante aussi à l'environnement, aux autres et à ce qu'on pense que vont penser les autres. Donc la personne va aussi elle-même après ne plus valider ses émotions, voire même du coup être extrêmement jugeante envers ce qu'elle ressent et s'invalider du coup et perpétuer un petit peu ce qu'elle a aussi connu, vécu. On retrouve aussi des traumas, donc ça il y a quand même beaucoup de personnes qui ont subi des traumas pendant l'enfance, des abus, de la maltraitance, la négligence parentale. Donc cette transaction du coup sur le long terme entre les facteurs biologiques et l'environnement qui n'a pas validé va venir vraiment favoriser l'émergence du trouble.
Les premiers symptômes, ils vont vraiment apparaître, ils peuvent déjà apparaître très jeunes, hein, puisque cette hypersensibilité, comme tu l'as dit, tu l'as ressentie depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette sensation d'être en décalage du monde, en décalage des autres. Moi, je donne souvent cet exemple où un jour, il y a un gamin qui m'a dit, quand j'étais en primaire, « Mais t'es trop bizarre, toi. » Et elle est trop bizarre, cette personne. Et je me souviens de la honte que ça m'avait fait ressentir à l'intérieur de moi. Et on pourrait dire que potentiellement, c'est un fait dans une continuité de choses, voilà. Mais je me souviens de cette honte que ça m'avait fait ressentir. Et c'est vraiment ça, tu vois. Il y a aussi cette hypersensibilité qui fait qu'on est très blessé, qu'on peut aussi beaucoup plus se mettre en colère. Et que je crois aussi que l'environnement, parfois, il va aussi réagir à ça. Du coup, c'est ce qu'on évoquait toutes les deux tout à l'heure, c'est que c'est aussi important de déceler certains traits ou symptômes très jeunes, comme l'hypersensibilité relationnelle, l'impulsivité, la colère, le fait de se sentir très vite envahi, blessé, pour aussi, du coup, pouvoir à la fois travailler là-dessus pour la personne et aussi pour l'entourage. Puisque plus, finalement, les symptômes vont être repérés jeunes, et plus aussi c'est d'occurrence de pouvoir se rétablir et que le trouble, du coup, s'enquiste moins, si je puis dire, avec l'âge. J'arrête de parler parce que je fais que de parler. On est là pour parler. Oui, mais je fais que de parler. Moi, je veux parler comme ça pendant 6 heures. Oh, moi aussi. Mais en fait, c'est ça le problème. Toi et moi, c'est qu'on est tellement passionnés par le sujet du trouble borderline, on peut, quand on démarre, c'est... Enfin bref. Mais bon, on va essayer de tout condenser. Condensons. Et j'aimerais aussi rajouter... moi, je sais que très tôt, très jeune, je me suis pas sentie... Alors, j'ai une théorie. Un jour, je suis rentrée en séance de psy et j'ai fait tout un argumentaire de la théorie pour essayer de convaincre la psychiatre que j'avais en face de moi là-dessus, sur le fait que j'étais pas censée naître, j'étais pas censée exister et que ma naissance et mon existence est une erreur. Et en fait, il y a un peu ce truc de... pour certaines, c'est genre inné d'être en vie, ils se posent pas la question de pourquoi ils sont vivants, etc. Moi, j'ai l'impression que je dois prouver que j'ai ma place pour exister. Petit questionnement existentiel. Complètement. Et que c'était aussi un peu ce truc de il faut que la vie ce soit intense, il faut que je me sente vivante très très fort, parce que si je ne me sens pas vivante, dans ce cas-là, pourquoi exister, pourquoi être là ? Je sais que moi, dans mes dynamiques, il y avait beaucoup ce truc-là qui revenait de il faut que je sois extraordinaire et parfaite, parce que si je ne suis pas extraordinaire et parfaite, dans ce cas-là, je suis monstrueuse et détestable. Et dans ce cas-là, je crois que pendant longtemps, je ne me suis pas sentie légitime de vivre. Avec ce sentiment de je ne suis jamais assez. C'est en fait pas assez. Tout le temps, jamais. Ce truc avec tout le temps outrepasser ses limites, ne jamais être assez, ne jamais faire assez bien. Et un peu cette quête et cette poursuite de l'excellence. Et sinon, enfin bon, bref, très binaire. On va essayer de condenser un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que une crise borderline ? Déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'une crise borderline ? Qu'est-ce que ça provoque chez les personnes et qu'est-ce que c'est ? Une crise borderline, qu'est-ce que ça provoque chez les personnes ? C'est pas français ma phrase ? Une tempête. C'est la tempête. C'est la tempête. Et on ne peut plus anticiper les conséquences. D'ailleurs, on ne les anticipe plus. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a une mise en danger importante. C'est-à-dire qu'il faut que la douleur s'arrête. Il faut que la souffrance s'arrête immédiatement. Je ne peux pas la tolérer. Et peu importe les conséquences et peu importe finalement le prix, puisqu'il n'y a même plus d'anticipation des conséquences. C'est quand la douleur elle est tellement forte qu'on est tellement débordé par la douleur et par ces sensations à la fois corporelles, émotionnelles, les pensées, qu'il faut que ça s'arrête tout de suite. Et dans il faut que ça s'arrête tout de suite, ce qu'on appelle du coup l'urgence à l'action, c'est là où on va effectivement retrouver beaucoup d'impulsivité, des comportements autodommageables, avec tous les risques du coup que la personne va encourir, et ce qui en fait aussi tous les dangers. Et d'ailleurs, je suis très surprise que ça n'a pas été répertorié, ce trouble, dans la formation que tu as faite, parce que c'est quand même un trouble où on va retrouver quand même effectivement un taux de suicide relativement important.
ou de passage à l'acte. Donc une crise, c'est vraiment ça, c'est ce point de rupture, ce switch, moi j'appelle ça vraiment ce mot switch, où à un moment il y a tout qui déconnecte et on est littéralement emporté par ces émotions. Enfin, et il faut que ça s'arrête et je dois aller jusqu'au bout. Pour moi, je le verrais vraiment comme ça. Voilà. Alors, petite parenthèse, j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram et en 24 heures, j'ai eu plus de 340 réponses. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui ont répondu à mon sondage sur les crises liées au trouble borderline. Mais en fait, on sent que c'est un sujet il y a énormément de gens qui ont beaucoup de questions sur les crises borderline et sur comment les apprivoiser au mieux, que ce soit vis-à-vis des personnes concernées ou vis-à-vis de leurs proches. Et parmi les questions, il y avait cette question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce qu'il y a forcément des déclencheurs aux crises de personnalité borderline ? Je crois qu'il y a toujours des événements déclencheurs. C'est-à-dire qu'on ne les repère pas forcément. Et on a souvent d'ailleurs la sensation que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais généralement, il y a quand même on peut retracer. Après, une fois par exemple, on travaille sur qu'est-ce qui a déclenché la crise, une chaîne d'événements qui n'ont pas été observés, identifiés sur le plan émotionnel pour pouvoir du coup être régulés et qui fait qu'à un moment, ça se surajoute. Et à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, le verre d'eau tombe et là, ça switch, quoi. Mais souvent, c'est vraiment un enchaînement d'événements qui n'ont pas été pris en compte et qui n'ont pas pu, du coup, être régulés émotionnellement. Plus s'ajoutent à ça des facteurs aussi de vulnérabilité émotionnelle, le sommeil, la nourriture, est-ce que j'ai pris ou pas pris mes traitements, l'environnement stressant, le temps, enfin, tout ce qui peut venir s'ajouter. On peut partir du postulat que si j'ai pas dormi la nuit, que j'ai pas mangé, que je suis coincée dans le métro avec 50 000 personnes, ça peut déjà être très compliqué de réguler. Donc oui, si j'arrive au taf et que ma machine à café ne fonctionne plus, petite dédicace de vendredi, la machine à café, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc c'est souvent un enchaînement d'événements qui n'ont pas été pris en compte. Du coup, en thérapie comportementale, dialectique, d'ailleurs, il y a une compétence qui est très aidante pour repérer un petit peu tous ces déclencheurs, c'est ce qu'on appelle l'analyse en chaîne. C'est-à-dire vraiment retracer la biographie du comportement dit problème, c'est-à-dire du comportement de crise. C'est-à-dire qu'on retrace un petit peu comme si on était son propre chercheur, toutes les situations émotionnelles qu'il y a eu avant, possiblement les facteurs de vulnérabilité, le sommeil, comment je me sentais, etc. Vraiment comme si on était un détective, quoi, son propre chercheur, pour retracer un petit peu tout ce qui s'est passé. Ça, c'est généralement quand même ce qu'on peut retrouver. Après, effectivement, il y a aussi des crises qui vont être très... dit un peu... je dirais pas automatique, mais on parlait de trigger, par exemple. Tu vois, si la peur d'abandon, typiquement, parfois, il n'y a pas besoin d'un enchaînement d'événements. C'est-à-dire que... il peut y avoir une situation... Un petit SMS, je te quitte. Voilà. Bon, c'est ou quelqu'un qui répond pas, ou... Ouais. Ça peut être un déclencheur très vif et qui peut mettre tout de suite la personne dans un moment de détresse important, puisque la peur d'abandon, c'est quand même très au centre, de par l'insécurité déjà du jeu, du soi, puisque dans le TPB, ce qu'on va retrouver aussi, c'est que la conscience de soi, elle est extrêmement faible. Donc il y a énormément d'insécurité, et d'ailleurs tout le travail aussi, thérapie ou... c'est aussi ça, c'est de pouvoir travailler sur cette conscience de soi en identifiant ses émotions, en les validant, etc. Donc oui, il y a des événements qui vont être très triggers et qui peuvent déclencher une crise, typiquement liés par exemple à la peur d'abandon ou d'autres, c'est un exemple, mais souvent quand même c'est une suite d'événements qui n'ont pas été régulés, événements émotionnels. Ok, donc ça c'est l'avant-crise. Une crise borderline. Crise borderline. On peut appeler ça comme ça ? Oui.
Moi, j'appelle ça une crise, ouais, de la détresse, mais j'appelle ça une crise, ouais. Ok. Concrètement, à quoi ça peut ressembler? À plein de... Enfin, après, ça dépend parce que je pense qu'il n'y a pas une crise, mais il y a des crises. Ça va dépendre aussi de ce qui a déclenché la crise. Mais ça peut ressembler à... Je vais donner un exemple. Si ta compagne ou ton compagnon veut sortir et que ça te fait ressentir énormément de peur, un moment, du coup, tu peux demander à la personne de ne pas sortir. On va imaginer que la personne te dit « Bah non, je vais sortir ». Et là, tout de suite, du coup, trigger, ça déclenche, ça monte très vite, très fort. Et ça peut ressembler à « tu fais ta valise et tu te casses ». Ou tu te mets à envoyer 10 000 textos à la personne. Ou tu coupes ton téléphone, ou tu le balances. C'est beaucoup d'impulsivité. C'est-à-dire que dans une crise, il y a une montée qui va très vite, très fort. Et il y a un besoin de soulagement immédiat. Parce que c'est intolérable d'être avec cet état émotionnel extrêmement intense, tu vois, dans cette souffrance intense. Parce que ça fait mal, et ça fait aussi mal physiquement. D'ailleurs, les personnes décrivent souvent qu'elles ont mal physiquement. Et ça fait mal physiquement. Donc il y a un besoin de soulagement. On va retrouver par exemple dans les scarifications ce besoin de soulagement. Je ne vais pas employer le terme besoin, mais en tout cas, ce désir de soulagement. Et à la hauteur de ma souffrance. T'as l'air pensive. Submergée par tes paroles. Sois submergée. Non, parce que moi, j'ai bac+10 en termes de crise. Et tu vois, pareil, moi, j'estime avoir fait des crises très différentes. Que ce soit en intensité émotionnelle, où je me sens complètement submergée par l'émotion. Et donc, pendant longtemps, j'avais une phobie émotionnelle de je ne veux plus rien ressentir, tellement ressentir. Je sens que mon corps n'est pas suffisamment apte. Et c'est vraiment douloureux d'être transpercé par une émotion qui est tellement forte où vraiment, moi, j'avais l'impression que mon corps n'allait pas soutenir ce choc-là, tellement il était violent. Et à l'inverse, il y a ce que moi, je qualifierais d'hyposensibilité, c'est-à-dire où ça se coupe complètement, un peu une forme de dissociation. Et là, on peut avoir l'impression que je suis très froide, très insensible. À l'époque, quand j'étais avec mon ex-copine, je me souviens l'avoir quitté. Alors, c'est très malsain, j'en suis désolée. L'avoir quitté pour très savoir... Quoi, tu as dit ? Hein ? Très quoi ? Très malsain. Alors. Ok. Vas-y, Manon. Tu étais en souffrance et tu as fait du mieux que tu pouvais. J'avais besoin de tester la relation. C'est-à-dire que pour savoir si elle m'aimait vraiment, ça c'est quelque chose que je faisais avant, maintenant je le fais plus, parce que grâce à elle, j'ai compris. Et grâce à toi. De mes erreurs. Mais avant, quand j'étais dans une relation amoureuse, quand je sentais que je commençais à tomber amoureuse ou à m'attacher à quelqu'un, systématiquement j'allais quitter la personne. Et en fonction de comment la personne réagissait... Là, tu allais décider si tu allais revenir ou pas. Exactement. On teste le lien. Exactement. C'est fini. Non, mais c'est vrai. Oui, parce que c'était la seule façon de savoir si oui ou non je pouvais m'attacher à quelqu'un, enfin selon moi, enfin voilà. Et si la personne tenait à toi, du coup. Exactement. Aussi. Et en fait, il y a aussi ce besoin de contrôle qui est très très présent et très très fort. Parce que moi, j'estimais qu'il n'y avait rien de pire pour moi que de perdre le contrôle sur une situation. Parce que l'incontrôlable, ça veut dire me laisser submerger par mes émotions et donc par la crise. Et que pour moi, il n'y avait rien de pire que de vivre une crise. Parce que c'est éprouvant. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au contrôle et les pertes de contrôle. Puisque finalement, qu'est-ce qui te faisait perdre le contrôle ? Est-ce que c'était pas d'avoir surcontrôlé et de pas avoir écouté ce que tu ressentais ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on contrôle, on hyper-rationalise aussi ce qu'on ressent. On essaie de tout tenir, justement pour éviter de vivre ce qu'on veut pas vivre.
Mais finalement, à un moment, il y a un tellement de contrôle que tu en perds le contrôle parce que t'es humaine. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce truc de contrôle, c'était beaucoup... Tu vois, par exemple, j'étais tout le temps attirée par des relations où il y avait un facteur impossible. C'est-à-dire que si la relation est impossible, je sais que... je te vois sourire. J'ai rien dit. Mais en fait, si la relation est impossible, en fait, c'est très sécurisant pour moi. Parce que je sais que dans tous les cas, ça va pas marcher. Du coup, là, je peux m'engager dans une relation parce que je sais que dans tous les cas, elle va pas marcher. Du coup, c'est très sécurisant. Finalement, ce qui me met en insécurité, Quand c'est possible. c'est quand c'est possible. Parce que j'ai pas la date de quand est-ce que ça va foirer, entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est aussi un truc un peu compliqué à expliquer à des gens qui sont valides et sains et qui ne comprennent pas forcément ce truc-là. Sain. Oui, alors, désolée. Mais en fait, je sais que le facteur chaos, moi, ça me sécurise. Et le facteur contrôle, le fait d'être très contrôlante sur les choses, de contrôler le fait qu'il y a un facteur impossible, c'est vraiment une zone du connu et c'est un peu ma zone du confort, en fait, finalement. Et ça a été très difficile en thérapie de réussir à sortir de ces schémas-là. Et je te rejoins sur le fait que je pense qu'en effet, que le surcontrôle, ça a aussi provoqué des trucs de détresse, de crise, etc. Et que ça a aussi, ça a aussi son coût. Mais l'aspect relationnel de réussir à verbaliser les insécurités que j'avais, réussir à tout ça, c'était vraiment un gros morceau en thérapie. Je me souviens que c'était quand même très dur et très compliqué de faire face à ça. Parce que je sais aussi que j'ai beaucoup blessé des personnes, j'ai beaucoup auto-saboté des relations. Et ce truc de réaliser toutes les relations amoureuses que j'avais sabotées comme ça, et aussi de réaliser que, par exemple, mon ex-copine, je sais que je l'ai beaucoup blessée avec ça. Et c'est là où je voulais en venir. Mon ex-copine, par exemple, elle m'avait dit « Mais est-ce que tu te rends compte que là, tu étais en train de me quitter et j'avais l'impression que tu ressentais rien ?» parce que j'étais très froide, très distante et qu'on avait l'impression que vraiment je m'en foutais. Alors qu'en réalité, j'étais très amoureuse d'elle et que évidemment que voilà. Mais c'était aussi une façon pour moi de me faire du mal. Et vu que j'étais très habituée à me faire du mal via les autres. Enfin bon bref. Mais je t'ai dit, j'ai bac+10 en crise. Mais justement, on va parler des crises. Est-ce que tu veux rebondir sur un truc que j'ai dit là ou pas ? C'est OK. C'est OK. Alors donc dans les crises, donc je te rejoins sur le fait qu'il y a plusieurs types de crises. Je sais pas, intensité émotionnelle, dissociation, crise de panique, les facteurs de vulnérabilité, les déclencheurs, etc. Globalement, quand on est témoin d'une crise, d'une personne, on va d'abord faire les proches, ensuite on va faire les personnes concernées. Imaginons, je suis un ou une proche qui suis à un moment témoin de ça, ou même qui subit ça, c'est-à-dire que la personne, justement, elle prend sa valise, elle part, ou voilà. Tu me montres ? Comment ça ? Tu veux que je parte ? Non, mais non, je rigole. Est-ce que tu dis qu'il prend sa valise ? Parce que c'était ton exemple. Je rigole. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux proches qui sont témoins de ces crises-là et qui ont envie d'être dans cette posture aidante dans ces moments-là ? J'allais faire une blague, mais je vais dire partez. Non. Ah non, c'est une blague, c'est terriblement une blague. C'est terriblement une blague. Les personnes qui me connaissent savent que je fais tout mais le temps oui, des je blagues. sais. C'était quoi la question ? C'est quoi les conseils pour les proches en cas de crise ? Ok, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à aborder. C'est-à-dire que est-ce que je peux donner des conseils comme ça ? Non. Au sens où il n'y a pas de bons ou de mauvais conseils et que aussi et surtout chacun fait du mieux qu'il peut. Complètement. Et que au regard aussi du fait qu'on a tous un fonctionnement, tous une histoire de vie et que souvent on est tous dans notre propre polarité. Donc c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que si là soudainement tu me dis Manon, je me casse, je veux plus travailler avec toi, tu es dans ta polarité, je vais être dans ma polarité.
on ne va pas communiquer. Donc ça, c'est déjà aussi de prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'on a tous des fonctionnements différents. Et là, si tu me dis, Manon, je me casse, peut-être que tu as tes raisons pour me dire ça, et tu vas être dans ta polarité, moi je serai dans la mienne, et je serai peut-être un peu... je voudrais plus te parler. Mais si on reste dans ces polarités, on ne pourra pas terminer ce podcast, et du coup, on ne pourra pas aller vers l'objectif. Donc quand même, l'un des premiers aspects, c'est de comprendre qu'on a tous une paire de lunettes devant les yeux, et qu'on vit tous les situations, la vie, ce qu'on rencontre, aussi à travers notre propre fonctionnement, nos propres états mentaux. Et ça, c'est déjà un premier point que j'aimerais aborder. Parce qu'effectivement, si on est face à une personne qui est extrêmement sensible et qui est en crise, typiquement, si l'entourage va être dans un fonctionnement en réaction A et ne comprend pas, très vite, la personne peut se sentir invalidée. Typiquement, si on reprend l'exemple, si je te dis « Ok, Abby, tu veux t'en aller, c'est fini, je ne te parle plus », qu'est-ce que tu vas ressentir ? Abandon, rejet. Et je vais me dire que je suis une personne trop détestable pour être aimée et que c'est pour ça que tu me quittes et que tu m'abandonnes. Et ensuite, je vais faire une généralité et je vais me dire, de toute façon, personne sur Terre ne peut m'aimer parce que je suis une personne horrible. Et de toute façon, vaut mieux que je disparaisse parce que mon existence sur Terre... Enfin, tu vois, après, ça prend des proportions très, très fortes. Mais je pense que c'est très... tu vois, typiquement, il m'arrive un truc, paf, généralité. Ouais. Si toi, tu me rejettes et tu m'abandonnes, c'est que tout le monde... Enfin là, en l'occurrence, c'est toi qui pars de la salle. Ah, pardon. Mais si je te dis... Vas-y, dis-moi. Ok, Abby, je comprends que tu as envie de la sortir de la salle, mais moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que ça me blesse et je ne comprends pas pourquoi tu sors de la salle. Donc, je comprends que toi, peut-être, tu ressens quelque chose là, mais est-ce que peut-être tu peux m'expliquer pourquoi ? Ok, j'invente un faux truc. Oui, tu peux juste aller aux toilettes, en fait. Ok. Sans me prévenir, c'est juste ça. Ok, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Ok. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut très vite être dans... aux prises même de nos propres polarités et dans l'interprétation d'une situation qui va venir aussi activer nos peurs les plus profondes. Et je pense que déjà, l'un des aspects qui est important, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on appelle la mentalisation. C'est-à-dire que c'est la capacité à reconnaître ses propres états mentaux et ceux des autres comme étant différents. Et ça, c'est déjà le premier message, c'est que oui, si vous êtes face à une personne en crise, peut-être que vous n'allez pas comprendre l'intensité de ce que la personne traverse, mais ce qu'elle traverse, c'est valide, c'est légitime et c'est là. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que même si vous, en tant que proche, vous ne pouvez pas comprendre cette intensité, d'avoir des phrases du type « mais t'as tout pour être bien », mais t'es quand même un peu extrême là, ou tu joues la comédie, ou ça, c'est pas possible, parce que ça va ne faire que majorer l'état de détresse de la personne en face. Donc ça, c'est quand même déjà important, c'est vraiment ça. C'est que là où pour toi, quelque chose va être valide, pour moi, ça sera peut-être différent, mais ce qui compte, c'est que ton ressenti et mon ressenti est valide. Donc ça, c'est déjà la première chose que j'essaierai de transmettre, en tout cas comme message. Après, c'est aussi de faire un travail en amont. C'est-à-dire que ça soit tant pour l'entourage que pour la personne, de comprendre ce qu'est le trouble de la personnalité borderline, parce que c'est difficile, je pense, d'aider quelqu'un à traverser une crise si on ne sait pas ce qu'est le trouble de la personnalité borderline. Donc ça, c'est déjà de comprendre, ça va être du coup tout le rôle un petit peu de ce qu'on appellerait la psychoéducation. Comprendre pour la personne qui en souffre et aussi pour l'entourage, de vraiment comprendre le trouble. Ça, c'est aussi hyper important. Ce que je dirais aussi, c'est de pouvoir communiquer sur ces moments de crise. C'est de voir directement avec la personne concernée
ce qui peut être ou pas aidant. C'est-à-dire que typiquement pour des personnes, par exemple, d'être contenues, d'être pris dans les bras, c'est OK. Pour d'autres, pas du tout, ça va majorer la crise. Pour certaines personnes, le dialogue, c'est important. Pour d'autres, pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment de pouvoir communiquer aussi en amont sur les crises et sur ce que peut ou ne pas faire l'entourage. Enfin, ce qui va être aidant ou pas aidant. Pour pouvoir aider la personne aussi à traverser ce moment. Sans jamais, du coup, invalider le ressenti de l'autre. Parce qu'encore une fois, il ne faut jamais oublier que ce qui est là pour une personne, c'est réel et c'est comment elle le ressent. Et c'est pas simulé et c'est pas dramatisé. C'est ce qu'elle ressent. C'est l'intensité de ce qu'elle ressent et c'est OK. Donc, c'est vraiment de travailler en amont sur ça. Déjà pour l'entourage et pour la personne concernée. Moi, par exemple, avec les patients, alors déjà, ce qui est très important, c'est un contrat. C'est-à-dire qu'on check ensemble un petit peu qu'est-ce que c'est une crise, quels sont les signaux corporels et les états mentaux qui sont là juste avant et qui montent du coup et qui vont aller vers la crise. De checker aussi ce que les proches peuvent faire, ne pas faire, quelles sont les personnes de soutien. Parce qu'aussi, dans notre entourage, les personnes de soutien ne sont pas forcément les personnes de qui on est les plus proches. Hein. Parfois, ça peut être aussi des potes, des connaissances, vraiment des personnes de soutien, d'essayer de checker ça. Et aussi de discuter avec la personne de « Ok, là, si vraiment tu te mets trop en danger, qu'est-ce qu'on fait ?» Tu vois, c'est vraiment de se poser toutes ces questions. Et à la fois pour la personne, mais aussi du coup pour l'entourage, pour lui permettre de repérer ce qui va annoncer aussi une crise. Et aussi peut-être, je pense que c'est important aussi de checker aussi ce qui est tolérable, hein, si je puis dire, pour aussi l'entourage, dans ces moments-là. Enfin, ce qui est possible, pas tolérable. Donc ça, c'est ce que je dirais déjà en premier temps. En deuxième, du coup, ce que j'ai déjà fait en premier temps. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des compétences en thérapie comportementale et éthique qui permettent de faire redescendre la tension émotionnelle. Donc là, on va retrouver un petit peu toutes les compétences, alors les compétences en TCD. Déjà, la première, c'est d'agir sur la chimie corporelle. Pour agir sur la chimie corporelle, puisqu'on sait qu'une crise, ça fait extrêmement mal physiquement, qu'on a le cœur qui s'accélère, on a du mal à respirer, on peut ressentir une constriction au niveau de la gorge, une boule dans le ventre, une tension extrêmement intense. Donc, ce qui va fonctionner, par exemple, ça va être des compétences comme le froid, donc les glaçons ou ce que j'appelle la bassine un petit peu d'eau froide, c'est-à-dire de se créer ce qu'on appelle un réflexe d'immersion. C'est-à-dire que le contact du froid et de l'apnée va venir ce qu'on appelle créer vraiment ce réflexe d'immersion. C'est un petit peu comme quand on nage sous l'eau dans les profondeurs. Ça va venir vraiment désaccélérer le rythme cardiaque, la respiration, le débit sanguin, etc. Donc ça, c'est une compétence qui fonctionne plutôt bien. Il y a aussi tout ce qui va être technique de respiration que tu dois connaître en tant que sophrologue. Donc, tu as la respiration rythmée, d'essayer de respirer sur 4 secondes à l'inspi et sur 6 à l'expi. Tu as aussi tout ce qui va être la relaxation, où tu vas tendre et détendre des grands groupes de muscles. Et il y a aussi ce qu'on appelle faire un geste rapide pendant quelques minutes. Donc ça, c'est des compétences que tu peux mettre en place, qu'on peut mettre en place dans un moment de crise émotionnelle. Ensuite, une fois qu'on a un petit peu fait redescendre cette tension émotionnelle, l'idée, ça va être de se distraire. C'est-à-dire de vraiment être dans la distraction et de tenir un petit peu à distance toutes les pensées qui pourraient alimenter la crise. Donc là, tu as plusieurs techniques. Ça peut être de compter de 100 jusqu'à 0 à l'envers, de checker toutes les capitales du monde. Il y a autant de stratégies que possible. Donc ça, c'est aussi à préparer en amont avec la personne. Dans la distraction, ça peut être aussi par la sensation, marcher pieds nus, marcher sur des billes. Ça peut être en fait, tout ce qui va être potentiellement
pour toi une distraction. Ça peut être aussi de faire un jeu sur un téléphone. Enfin, quelque chose qui permet vraiment de se distraire et de couper les pensées. Ensuite, la troisième étape, c'est d'essayer de s'apaiser. Là, pareil, par le biais des 5 sens. Donc, on va essayer d'être dans l'apaisement. Donc là, pareil, c'est très propre à chacun. Ce qui peut fonctionner, ça peut être une huile très forte ou goûter quelque chose ou sentir quelque chose. En tout cas, d'être dans une forme de douceur et d'aller vers de l'apaisement pour soi. Et la dernière étape, c'est celle d'essayer d'améliorer la situation et le moment présent. Donc ça, pareil, il peut y avoir plusieurs types de compétences. Tu peux retrouver la relaxation, tu peux retrouver aussi finalement qu'est-ce que m'a permis de traverser ce moment de détresse, d'en faire ressortir aussi quelque chose de positif, de donner du sens aussi à la crise. Et en fait, ces 4 étapes, agir sur la chimie corporelle, se distraire, s'apaiser et améliorer le moment présent, permettent vraiment de faire redescendre et normalement d'apprendre à traverser en tout cas l'état de détresse émotionnelle. Il y a aussi une compétence qui est importante et qui fonctionne bien, c'est les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire de checker un petit peu quels sont les avantages finalement d'être dans l'urgence à agir et quels sont les inconvénients d'être dans l'urgence à agir, au même titre que quels sont les avantages de mettre en place les compétences et de ne pas être dans l'urgence à agir et quels sont les inconvénients de ne pas être, je me suis mélangé les pinceaux, dans l'urgence à agir. Donc tout ça, c'est des compétences qu'on peut mettre en place, qu'on peut travailler alors avec les thérapeutes, avec et aussi en discuter avec l'entourage. C'est ce que j'appelle le plan de gestion de crise. Et pour en revenir à ce que je te disais, du coup, cette idée du contrat, de plan de gestion, il est super important. Parce qu'il permet aussi d'engager la personne concernée et de devenir acteur aussi dans ses soins. Et ça, c'est hyper important, de responsabiliser les personnes et qu'elles s'engagent avec leur thérapeute à mettre en place les compétences. Donc ce plan, il est vraiment hyper important. Et il est aussi hyper important pour l'entourage parce que c'est vraiment ce qui va permettre de comprendre et aussi d'aider la personne en crise. Puisque forcément, c'est pas évident quand tu traverses un moment de détresse et on le sait, de se dire « Ah bah tiens, je vais sortir des glaçons ». On n'en a rien à faire des glaçons dans ces moments-là. Tout ça, voilà. Donc le contrat, l'engagement et l'aide des proches dans ces moments-là, si la personne est OK avec ça, c'est hyper important et ça peut vraiment, en tout cas, permettre vraiment ensemble de traverser ce moment de détresse. Ok, donc en tant que proche, ce serait en amont de la crise déjà ouvrir ce type de conversation de ok, quand tu es en crise, à quoi ça ressemble, comment moi je peux savoir quand est-ce que tu es en crise ou pas, de quoi tu as besoin toi spécifiquement dans tes moments de crise. De comprendre aussi qu'on a un fonctionnement différent. Ouais. Et de toujours valider le ressenti. Je comprends que ce que tu traverses soit extrêmement dur. Et on va essayer de le traverser ensemble. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de... que la personne... tu vois, je te donne un exemple. Moi, ce qui me sécurise énormément, par exemple, j'ai besoin que la personne exprime ses limites à elle. Tu vois, quand j'ai outrepassé quelque chose qui n'était pas OK pour la personne, j'ai besoin de le savoir, etc. Parce que vu que j'ai compris qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes choses qui sont acceptables pour nous. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Très bien. Mais là, tu es dans le moment de crise ou après crise ? Je pense après crise. Tu vois, par exemple... si dans un moment de crise, j'ai eu des paroles ou des gestes qui n'étaient pas OK pour la personne, et en même temps, moi, j'étais... Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de conflits comme ça, en mode, en fait, moi, j'étais dans un moment de détresse énorme et j'essayais de gérer ce truc-là et c'était super dur pour moi. Il s'avère que dans ce moment de crise, j'ai eu des paroles ou des gestes qui ont pu blesser d'autres personnes, et elles non plus, elles n'étaient pas OK là-dessus.
je trouve que c'est très délicat parce que j'ai l'impression que, en plus moi je suis très butée donc laisse tomber, j'ai l'impression que on va aussi parler de l'après-crise, mais que c'est très compliqué. Enfin souvent je me suis retrouvée dans des trucs comme ça de oui ok, ce que j'ai dit et ce que j'ai fait à ce moment-là, ça a blessé la personne. De l'autre, moi j'étais en moment de détresse très fort, et de l'autre, vu que j'ai pas trop conscience des limites que les gens ont, de ce qui est ok, de ce qui est pas ok, du cadre en fait de la relation. Je trouve ça, peut-être que c'est inné pour certains, certaines. Par contre, prendre soin d'une relation, c'est pas forcément inné. En tout cas, ça l'était pas pour moi. Et de savoir comment prendre soin d'une relation tout en incluant le fait que moi, je suis une personne où possiblement il y a des détresses émotionnelles, des trucs, etc. C'est quand même pas évident de mettre en place tout ça. Donc, alors là, pour le coup, ce serait plus dans l'après-crise. Qu'est-ce que toi, tu préconiserais ? Je crois qu'un après-crise, c'est toujours un moment très vertigineux. C'est-à-dire que à la fois, il y a ce soulagement et cet épuisement physique et émotionnel. Et en même temps, très vite vient effectivement la culpabilité, le sentiment de honte, qui fait aussi, on en parlait tout à l'heure, que ça se renferme un peu dans une boucle. Donc, où après, on va avoir une image de soi extrêmement négative, on va se sentir profondément nul. Et je crois que ce que je préconise déjà, c'est... je pense que si tu as outrepassé les limites d'une personne, il est important de s'excuser. Mais pas s'excuser 10 000 fois. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est-à-dire que y a quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup, hein, c'est cette culpabilité et ce sentiment de honte extrêmement intense qui vont pousser aussi les personnes à toujours s'excuser, mais dans un truc où finalement elles s'excusent d'être. Et tu n'as pas à t'excuser d'être. Tu t'excuses possiblement sur un comportement, si tu as dépassé les limites d'une personne, mais tu ne peux pas t'excuser d'être. Et c'est là où elle est la nuance aussi. Parce que, en fait, la culpabilité d'être et s'excuser d'être empêche aussi tout accès, je pense, au changement et au fait de se responsabiliser en tant que personne. Se responsabiliser en tant que personne. Parce que finalement, à quoi elle sert après cette culpabilité qui va durer des heures et des heures ? Tu vois ? C'est... Si tu as outrepassé les limites d'une personne en, j'en sais rien, moi, en l'insultant, par exemple. Tu peux culpabiliser pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais fondamentalement, quelle est la fonction de la culpabilité ? Est-ce que ça te permet d'aller vers du changement, de te culpabiliser, de dire que tu es nul, que tu aurais dû faire autrement, que tu es la pire personne du monde ? J'entends, mais là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, dans le sens Bien sûr. où... Mais c'est... Je me souviens un jour, j'ai un collègue qui m'a dit mais finalement, à quoi elle te sert, cette culpabilité de l'avoir continuellement. Et en fait, j'ai compris que c'était très juste. C'est-à-dire que je pouvais culpabiliser sur des choses à outrance et me rendre malade. Et avoir une image de moi extrêmement délétère et négative. Mais ça ne me permettait pas d'aller vers du changement. Parce que finalement, tu restes coincé dans une boucle permanente. Enfin, c'est... Oui, c'est plus comment on peut faire différemment la prochaine fois pour que... Et s'excuser, bien sûr que c'est important. Évidemment. Si tu as causé un dommage ou fait quelque chose qui a blessé une personne. Mais c'est pas de s'excuser 10 000 fois. Enfin, on est tous humains. Donc, voilà, si tu as blessé une personne, c'est OK de dire je m'excuse, mais pas de s'excuser 10 000 fois. Et ça, je pense que c'est important.
Sur la détresse, j'ai plusieurs choses à partager. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Moi, j'estime avoir vécu mes plus gros rejets, mes plus grands abandons quand j'ai montré de la détresse très très forte, c'est-à-dire en situation de crise. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre quand je verbalise, j'ai été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline, je suis sujet aux crises, etc. Et que finalement les personnes en face me disent ouais, ok, pas de souci. Et finalement le jour où va vraiment y avoir une crise et vraiment de la détresse, là j'ai l'impression que certaines personnes prennent réellement conscience de l'ampleur du truc. Et en fait, adolescente, c'est là où j'ai vécu mes plus gros rejets, mes plus gros abandons, et où aussi je me suis sentie monstrueuse aux yeux des autres, notamment sur les comportements, comment tu disais, auto-dommageables, d'avoir vraiment cette vision un peu horrifique de la part des proches vis-à-vis de ça. Moi, je me suis vraiment sentie monstrueuse, détestable et déjà pas aimable, mais pas fréquentable aussi. Du coup, j'ai intériorisé mes crises beaucoup et je refusais de montrer des signes de détresse auprès des gens à cause de ça. Avec le temps, j'ai compris. Alors bien évidemment, des fois, c'est pas contrôlable, etc. Mais en fait, c'est quand même que auprès de certaines personnes vraiment de confiance que je peux m'autoriser à montrer cette part de moi-là. Alors, je sais pas si c'est très clair dans le sens où, évidemment que quand la crise, elle est là, elle est là. Par contre, mon choix, moi, de s'il y a quelqu'un, est-ce que je fais la crise là devant la personne ou est-ce que tout de suite, je vais chercher un échappatoire, un sas en fait, pour m'isoler et pour vivre ça toute seule, pour être sûre qu'il n'y ait pas de conséquences sur la relation et que ce soit pas dommageable dans la relation. Moi, je sais que l'après-crise va être très important dans le sens où c'est là où j'ai besoin de me sentir le plus aimée, validée, mais surtout sentir que ça n'a pas été dommageable dans la relation. Vu que l'image des autres est très très importante pour moi et que la validation d'autrui est très très importante pour moi, je me dis, j'espère que cette personne n'a pas changé de vision de moi et me voit pas différemment. Et même si c'était le cas. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est important de ne pas généraliser parce que, c'est sûr. Tu vois, dans un truc, quand je dis ça, c'est toujours contextuel. Et ça, c'est aussi très important de relier justement un événement qui a déclenché. C'est contextuel au sens où c'est pas général. Bien sûr qu'à certains moments, peut-être certaines personnes seront disponibles émotionnellement, à certains moments moins. Et je crois que c'est OK aussi et c'est contextuel. Donc c'est même, tu vois, quand tu disais tout à l'heure que tu avais prévenu ton entourage, que tu avais un trouble de la personnalité borderline et que tu pouvais être sujet probablement à faire des crises, ça c'est sur l'aspect plus général. En revanche, quand tu vis une situation et que, je sais pas moi, par exemple, si une amie te propose de sortir un soir et que tu ne vas pas réussir à lui répondre non parce que tu as peur de blesser la personne. Ça, c'est... tu vois, c'est contextuel. Et au sens où, dans cette situation, un, tu n'écoutes pas tes besoins, et deux, tu ne les formules pas. Du coup, la personne en face ne peut pas forcément comprendre puisque elle te voit dans plein de situations. Tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi, tu vois, à ce moment-là, elle ne peut pas non plus deviner que pour toi, c'est déjà beaucoup. Alors que si tu dis à ton ami, ok, je vais venir, mais peut-être je resterai pas hyper longtemps parce qu'en ce moment, je me sens sensible, fatiguée. Tu lui transmets un message et tu écoutes aussi tes limites. Aussi, moi, j'ai l'impression que
Tu vois, j'ai l'impression que les personnes auxquelles je m'autorise à vivre de la détresse, en fonction de comment ça va être reçu, j'ai l'impression que vraiment ça consolide la confiance que j'ai en ces personnes-là et que ça consolide la relation d'une certaine forme. Tu vois, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, je préfère, imaginons pour me dire je t'aime, ce qui va le plus compter pour moi, c'est pas tant qu'on m'offre un bouquet de fleurs et qu'on me dit je t'aime. Par contre, là où je vais vraiment sentir que la personne tient à moi et qu'elle m'aime, ça va être quand je vais pas bien en fait. Quand je vais pas bien, quand je montre ce que moi j'appelle mon vrai visage. L'un de tes visages. L'une des parties de toi. Une des parties de moi. Sortons de la polarité. Sortons de la polarité. Et que en fait la personne reste. Vraiment ce truc-là de je suis enfin libre d'exprimer ma personnalité sous toutes ses facettes. J'ai le droit de ne pas être la parfaite parce que moi j'ai beaucoup associé ça à le sentiment d'amour dépend de l'image que je renvoie, tu vois. Et que en fait, finalement, j'ai le droit aussi de ne pas être la parfaite et j'ai le droit d'être aimée même quand je suis dans des états très compliqués, etc. Et que les personnes peuvent être témoins d'une détresse affective, émotionnelle ou peu importe. Et qu'en fait, ça ne dégrade pas le lien, etc. Ça, je trouve, c'est le plus beau « je t'aime » qu'on pourrait jamais faire à une personne. D'accord. Et je sais aussi que anciennement, j'ai beaucoup testé la confiance, la relation, etc. Là, on parle des relations peut-être plus proches, famille, amis, amoureuses. Mais c'est aussi valable sur le jour où j'ai enfin fait confiance à mon psychiatre. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, mon psychiatre, je l'ai... Comment on dit ? Testé. Je l'ai testé beaucoup avant de lui faire confiance. Mais en fait, j'ai vraiment senti ce switch du jour où j'ai réellement fait une crise, où là, j'avais réellement besoin qu'il sache gérer cette crise, ou en tout cas qu'il soit là et qu'il ne m'abandonne pas et qu'il ne me rejette pas, parce que vu que j'avais associé que c'est en situation de crise que les gens... Enfin voilà. Et en fait, il a super bien géré, il a été réactif tout de suite. Et j'ai vraiment senti où là, à partir de ce moment-là, là, c'est devenu réellement le psychiatre qui m'accompagne depuis plusieurs années, parce que je sais qu'il peut gérer ça. Et ça, c'est vraiment un truc, je trouve que on voit beaucoup le côté peut-être négatif du truc, mais si je peux trouver peut-être un côté positif à tout ça, c'est que moi, je sais que dans la confiance, dans les relations, dans tout ça, ça a quand même beaucoup consolidé et renforcé certaines choses. Et à l'inverse, alors, je sais pas ce que tu en penses de ça. C'est-à-dire ? Je sais pas. De ce que tu dis ? Ouais. Je suis plutôt d'accord, mais après, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est j'ai l'impression d'être en séance de psy. Mince. Non, mais j'entends aussi beaucoup d'hypersensibilité relationnelle, enfin interpersonnelle, de finalement l'importance aussi de la position et de la vie de l'autre. Dans ce que tu... Alors du coup, d'un point de vue plus général, on va se recentrer sur les crises. Donc là, on a fait un peu les facteurs de vulnérabilité qu'on a avant une crise. Je craque parce que j'ai 38 ans. Je suis sûre que ça s'est même pas entendu au micro. Je vais les avoir. Oui, bientôt. On a fait le pendant crise. Avant. Repérer les signaux. Avant, ouais, vas-y. J'aime bien l'idée du baromètre ou du thermomètre. J'ai jamais lu la différence entre les deux, c'est la même chose. Thermomètre, c'est le truc de la température. Baromètre, moi, je sais pas. Il y a des nombres. Oui. De 0 à 10. Oui. Bon, voilà. C'était l'idée. C'est de prendre la température. Ouais. C'est-à-dire quand je sens que ça monte, où est-ce que je me situe aussi. Et
au début, je pense que c'est important aussi dès que je repère les premiers signaux qui indiquent que je vais entrer dans un moment de détresse, peut-être d'essayer tout de suite, dans un premier temps en tout cas, de mettre en place les compétences que j'ai décrites tout à l'heure et qu'on pourra d'ailleurs vous redonner ou qui peut-être pourront être accessibles sur ton site, ou enfin, que je peux te donner. Voilà. Parce que tu as mis plein de ressources. Et du coup, oui, c'est de checker là où j'en suis et là où je me situe. Et ce travail, il est important parce que c'est celui-là un petit peu de l'observation et de l'identification. Et sans observation et identification de ce que je ressens, ça va être difficile aussi de pouvoir agir sur la crise ou sur les symptômes liés aux troubles, etc. Donc ça, c'est vraiment quand même aussi la première étape, tu vois. C'est de sentir quand ça monte et de repérer, du coup, les signaux, c'est hyper important parce que si j'observe que j'ai telle sensation corporelle, une accélération au niveau des pensées, que je sens que j'ai un état de tension corporelle important, etc., peut-être tout de suite de se saisir déjà des compétences de tolérance à la détresse, dans un premier temps. Ça, c'est hyper important. Je ne sais plus quelle était ta question, mais l'idée du baromètre, il est pas mal, ou du thermomètre. Ouais. Et aussi sur les proches, parce que des fois, il y a aussi un rejet très, très fort. Enfin, tu vois, je pense à ça parce que je pense aussi que c'est important de préciser si jamais il y a une rupture vraiment dans le dialogue, que la personne est très braquée, alors que, tu vois, possiblement des proches qui veulent être présents pour la personne, mais que vis-à-vis de la personne, elle est très braquée ou que, voilà. Alors, là, dans ces moments-là, ce que peut faire, par exemple, le proche, c'est dire je suis là, je suis à côté si tu as besoin. Mais je pense que dans ces moments-là, en tout cas, si la personne est braquée, qu'elle ne peut pas entrer en communication, c'est, je pense, pas la peine d'entrer en communication. Parce que ça va juste créer une escalade. Donc ça, c'est important de dire je comprends que ce que tu ressens là, c'est difficile, je suis à côté si tu as besoin de moi. Tu vois, par exemple, quand il y a une rupture dans la communication, je pense que il y a un truc aussi dans les crises où on recherche à résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on veut on veut une solution parce que c'est intolérable de ne pas avoir de solution. Mais parfois, la communication, elle n'est pas possible dans ces moments-là, voire contre-productive. Enfin, je veux dire, c'est pas le moment, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu es en crise, c'est pas dans ces moments-là que tu vas prendre des décisions ou discuter de sujets alors que tu es traversé par la tempête. Je pense que c'est important parfois de savoir différer et d'apprendre à tolérer ça. Et en même temps, tout en étant un proche ou dans l'entourage, de dire je suis là, je suis à côté, et quand tu as besoin d'en discuter ou d'en rediscuter, je suis là. Tu vois, par exemple, ça c'est... Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important la communication en amont, parce que je pense que c'est difficile de réagir face à une crise quand déjà tu sais pas de quoi il s'agit, de l'intensité qui traverse, c'est difficile de pouvoir accompagner la personne à traverser ce moment ou l'aider à gérer, parce qu'on a souvent aussi que ça empire la crise, cette sensation-là, ou que la personne va interpréter qu'on s'en fiche. Enfin, il y a plusieurs mythes aussi, hein, même pour les proches, qui peuvent être. Souvent, moi, j'ai des proches qui disent « Oui, mais j'ai parfois peur que de parler de ce qui se passe ou de parler de l'émotion, ça va majorer l'émotion de la personne. » Non. Justement, c'est important de pouvoir communiquer et de ne pas faire comme si ça n'existait pas, parce que ça aussi, ça peut être ressenti comme de l'invalidation. Donc, en fait, ce qui est très important, que ce soit pour la personne concernée ou pour l'entourage, c'est vraiment de communiquer en amont. Et pour ça, y a des assos d'ailleurs qui existent. Je pense à Connexion Familiale qui permet ça, qui vraiment
un super programme pour l'entourage et pour permettre à l'entourage de davantage comprendre le trouble, de comment communiquer de manière efficace, plein de compétences que tu peux retrouver en TCD, quoi. Mm. Oui, je te rejoins complètement aussi sur... c'est vrai qu'à vouloir tout de suite trouver une solution, en fait, peut-être des fois, je prends mon exemple personnel forcément, se dire j'ai le temps de vivre ma détresse. En fait, peu importe le temps que ça va prendre, j'ai ce temps-là de vivre ma crise et il n'y a pas tout de suite une urgence au fait qu'il faut que je sois tout de suite tout beau, tout bien sur les rails. Je trouve qu'il y a quand même nécessité de se dire ok, là, je peux et ça dure le temps que ça dure, tu vois. Et qu'il n'y ait pas cette urgence-là. Et parenthèse aussi sur les proches, moi je pense que aussi des fois il faut accepter que peut-être qu'on n'est pas la bonne personne auquel la personne a envie de se confier. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, moi je prends l'exemple de ma mère quand j'étais adolescente. Elle voulait absolument que je me confie à elle, alors que adolescente, ma mère c'était mon ennemie. C'est-à-dire c'était... je suis désolée, je vais être un peu dure, mais c'est vraiment ce qui s'est passé dans mon adolescence. J'étais dans une haine très forte de ma mère. C'était pas la personne, même. Et justement, je pense qu'elle a forcé ce contact et que ça m'a braqué encore plus. Et que là, on rentrait dans un truc comme ça, dans un rapport de force finalement. Alors que je pense que des fois, accepter que, en fait, c'est pas moi la bonne personne à qui il ou elle a envie de se confier, c'est hyper ok. Et à l'inverse, d'être plus dans cette posture de je te laisse l'espace aussi et écoute, donc voilà, sache que si tu as besoin de moi, je suis là. Mais si la personne à qui tu as envie de te confier, c'est pas moi, c'est ok. Et est-ce que tu as d'autres personnes dans ton entourage à qui tu pourrais en parler ? Est-ce que tu as des potes à toi ? Est-ce que peut-être ton frère, ta sœur, enfin tu vois, en fait, il y a plein de personnes aussi qui peuvent venir. Et je sais que tu en as parlé un peu tout à l'heure et j'aimerais rebondir dessus aussi. Moi, j'estime qu'il y a plusieurs cercles. Donc, tu as le cercle familial. Peut-être que c'est pas le cercle familial, parce que ça se trouve dysfonctionnement ou quoi, ou caisse, ou très gros conflit. Ensuite, il y a le cercle peut-être des proches. Moi, j'inclus là-dedans les amis, les amoureux, les amoureuses. Et ensuite, il y a un troisième cercle auquel on n'y pense finalement pas tant que ça. Là, moi, c'est ce que j'appelle la communauté. Et c'est ce que j'appelle la santé mentale communautaire. C'est-à-dire toutes les personnes au sein de la communauté qui vont pouvoir jouer un rôle dans la santé mentale. C'est-à-dire, la communauté, ça peut être, par exemple, je suis étudiante, il y a un prof à mon université à qui je me sens de me confier. Peut-être que ça va être ce prof-là. Peut-être, j'ai des activités bénévoles et peut-être ça va être des gens au sein de l'asso bénévole. Peut-être ça va être, je fais du sport et j'ai mon coach sportif. Peut-être que c'est cette personne-là auquel je vais avoir envie de me confier. Peut-être, je sais pas, je suis une personne âgée, la seule personne à qui j'ai, c'est voilà, mon boulanger. À chaque fois je le vois, peut-être que ça va être cette personne-là. En fait, c'est pour ça que moi j'estime que la santé mentale c'est très communautaire et c'est toute la communauté qui est engagée là-dedans parce qu'on a tous et toutes un rôle à jouer là-dedans. Et en fait, on se rend pas compte. Mais ça, c'est mon expérience de voyageuse solo et d'autostoppeuse. Tu vois, quand je faisais de l'autostop, c'est beaucoup plus facile de se confier sur sa vie à des personnes qu'on connaît pas du tout, dans des rapports très éphémères. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on sait qu'il y aura pas de conséquences dans la relation vu qu'il n'y a pas de relation. Et c'est vraiment un truc que j'ai ressenti. Moi, je sais à titre personnel que des fois, je me confie sur des choses qui me pèsent énormément, mais à des gens finalement que je connais pas du tout. Et c'est beaucoup plus sécuritaire. Et il faut peut-être aussi un peu penser à ça. C'est-à-dire que peut-être que des fois, mes potes, c'est pas les bonnes personnes. Peut-être que ma famille, c'est pas les bonnes personnes. Et peut-être que la bonne personne, ça va être... je vais coworker dans un endroit assez régulièrement. Ça va être le café, le gars qui me sert mon café à chaque fois que je vais coworker dans cet endroit-là. Voilà, ça c'est ce que j'appelle la santé mentale communautaire. Et je pense que c'est important de souligner ça aussi. Je suis d'accord aussi. Et je voulais dire un autre truc sur la communauté, mais j'ai oublié. Ça va te revenir.
Ouais, j'espère. Mais voilà, je trouve ça aussi très intéressant de santé mentale communautaire, le fait que en fait on peut trouver du soutien. Alors bien évidemment, après il y a tout ce qui est association, il y a groupe de parole et tout. J'ai oublié de parler de l'association tout à l'heure. On va en parler. C'est incroyable. Et sur les proches, ce que je dis souvent, c'est prenez soin de vous. Tu vois, moi je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui sont très fusionnelles avec moi. C'est-à-dire que tout ce que je ressens, la personne le ressent aussi, on sent vraiment une fusion. Et bah finalement, c'est pas les personnes auxquelles je vais aller me confier. Parce que j'ai l'impression que si je me confie à telle ou telle personne qui est très fusionnelle avec moi, en fait, on va couler ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Pourquoi tu rigoles ? Je sais pas, c'est toi qui me fais rire. Mais il y a aussi ce truc de, en fait, moi je pense que des trucs super fusionnels, parce que finalement je suis très fusionnelle avec mes potes. D'accord. Là tu fais ta psy. Mais pas du tout. Je dirais pas d'accord. Ok. Mais ouais. Je fais de l'humour. Oui. Tu sais que c'est l'une des compétences hyper importantes pour justement avec les personnes avec un TPB, c'est vraiment l'humour. Ah ouais ? Ah ouais. C'est-à-dire ? C'est tout ce qui va être métaphore, humour, même parfois un peu irrévérence. Ça fonctionne très bien parce que ça permet aussi un peu de décentrer, tu vois, de l'état émotionnel. Et Linéane, elle emploie beaucoup justement toutes ces stratégies. Et c'est stratégie stylistique, on appelle ça. Mais c'est l'humour, c'est une compétence qui est hyper importante. T'as bien remarqué quand même. J'ai remarqué que t'avais beaucoup d'humour. Mais t'as remarqué un peu ou pas quand des fois on parle de nos émotions et quand je te fais des blagues, ça te permet de te décentrer parfois. Ouais, je sais pas, j'avais pas vu ça comme ça. Moi. Bah ouais, tu vois pas ça comme ça. Par contre... Alors là, Abby, on est dans une petite déstabilisation, une petite idéalisation. Tu vois, c'est prendre un peu... Ouais. Par contre, je te rejoins sur le fait que... moi... Je fais vraiment des blagues nulles, hein, si tu comprends pas mes blagues. Mais je n'arrive pas à comprendre tes blagues. Je sais. Ça, c'est le grand problème. Entre nous, dans la communication. Entre nous, ouais, c'est que... Mais genre, je te rejoins à 200% là-dessus, dans le sens où je trouve que c'est hyper important de dédramatiser. Oui, et l'humour, c'est... ça fait du bien. Je pense que c'est une vraie compétence de résilience aussi, tu vois. C'est... Alors, on peut pas rire de tout, bien évidemment, mais et notamment des sujets, je pense qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi la crise suicidaire, hein. Il faut qu'on en parle, ça. Ouais. Et bien sûr, voilà, mais quand je parle d'humour, c'est de pouvoir un peu aussi se mettre à distance et de checker un peu aussi parfois justement cette polarité et de voir un peu comment on fonctionne. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, comme l'irrévérence, tu vois. Ouais, je peux t'assurer que mon psychiatre, il a beaucoup d'humour. Ça fait du bien. Parce que tu vois, c'est pas forcément facile d'aller chez le psy, faire des séances et tout, décentrer ça. Et pareil, moi, quand je fais des conférences, je raconte ça avec beaucoup de légèreté parce que ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai jamais ri devant une de tes conférences. Parce que moi non plus, je comprends pas ton humour. Putain, on n'a pas mais non, je rigole. C'est vrai. Oui. Est-ce que même tu m'as déjà écouté en conférence ? Bon, bref, on parlera de ça en off. Est-ce qu'on peut parler de la crise suicidaire ? Ouais. Est-ce que toi, tu voudrais nous en parler déjà ? De ton expérience à toi ? Alors, moi, personnellement, j'ai fait 4 tentatives de suicide. Et ce que j'aimerais quand même dire là-dessus, c'est que pendant longtemps, j'ai hyper banalisé ça. Mais en fait, j'ai banalisé beaucoup de choses. C'est comme les comportements d'autodestruction. J'avais un peu l'impression que, tu vois, quand j'étais au lycée et que j'étais sujet à ça, le fait que personne n'ait réagi, quand on va dire qu'au tout début, c'était tout petit, donc c'était des toutes petites égratignures, j'ai l'impression que ça a un peu validé le fait que c'était pas grave.
et que du coup, je pouvais continuer. Et c'est là où ça a pris plus d'ampleur. Et c'est là où moi, j'ai un gros regret. C'est que si dès le début, j'avais compris la gravité de certains gestes, ça n'aurait pas pris les proportions que ça a pris. Et ça aussi, je crois que c'est un truc que tu as dit aussi, que dès les premiers signaux, finalement un peu s'alarmer ou en tout cas prendre ça suffisamment au sérieux et ne pas attendre. En fait, ça c'est aussi un coup de gueule que je fais en tant que militante. On a beaucoup de personnes qui se sentent pas légitimes d'aller consulter un ou une psy parce que c'est pas suffisamment grave. Et il y a aussi une espèce de validation de la part de la société de c'est pas suffisamment grave pour aller. Enfin, tu vois, genre, à partir de quel moment on va. Ou même de. On va. Pardon. C'est un peu ce truc de genre, qu'est-ce qu'il vous faut ? Et à partir de quel moment on va considérer que là, ce qui se passe, c'est grave et que ça mérite une prise en charge. Et le regret que j'ai, ça a été ça. Et moi, tu vois, sur les tentatives de suicide, j'avais tellement banalisé ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était complètement ancré dans mon quotidien. Et quand je te dis que c'était pas grave, c'est que j'étais aux urgences psychiatriques. Et j'ai vraiment envoyé un email à mon travail en disant je suis désolée, je pourrais pas être là cette semaine. Par contre, la semaine prochaine, je suis là, je suis au taf. Comme si j'avais une grippe. La réalité, c'est que j'ai fait 2 mois d'hospitalisation à la suite de ça et qu'on m'a diagnostiqué d'un trouble de la personnalité borderline. Mais j'étais tellement déconnectée en fait, je pense que j'étais tellement habituée à ça depuis très jeune, très ado, et que ça n'a jamais été vraiment un truc grave et tout. Et la première étape pour moi, ça a été de comprendre que c'était vraiment quelque chose à prendre en compte, quoi. Donc voilà, c'est un peu mon rapport que j'ai par rapport aux crises suicidaires. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu veux en dire là-dessus ? Moi, je rebondis juste sur ce que tu as dit. Effectivement, parfois, la souffrance et les symptômes ne sont pas du tout pris en compte. On attribue ça un peu, notamment, je sais pas, quand tu es jeune, à une crise d'adolescence. Ah, il est en crise d'adolescence. Et ça, c'est insupportable. Enfin, c'est mon avis. Mais parce que quand il y a une vraie souffrance, il y a une vraie souffrance. Et ce que je peux dire sur les crises suicidaires, c'est que je pense profondément que les personnes ne recherchent pas absolument à mourir. Je pense que c'est à un moment, la souffrance est telle qu'elle est plus supportable. Et je pense surtout que ce sont des personnes qui sont terrorisées par la vie et qui ont très très peur de vivre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais pour autant, sans banaliser et minimiser quoi que ce soit, hein, on est d'accord. Parce qu'effectivement, là où il y a beaucoup de dangers, c'est qu'il y a des passages à l'acte, dans les scarifications, se faire du mal, se mettre très en danger, et avoir parfois effectivement un recours à faire une tentative de suicide, et ce qui n'est pas à banaliser, ni même à minimiser. Je pense aussi qu'il est important de différencier quand il y a beaucoup de pensées, d'idées noires, et aussi la tentative de suicide. Et ça, je pense que c'est quelque chose, d'ailleurs, pour les proches, qui n'est pas forcément évident. Quand tu es face à une personne qui a beaucoup d'idées noires, savoir quoi faire. Et parce que forcément, quand tu es un proche et que la personne te dit qu'elle a envie de mourir et que la vie fait très mal, tu peux pas laisser la personne avec ça et avec ce qu'elle ressent. Il faut agir. Mais après, effectivement, c'est pas évident d'évaluer le risque, si je puis dire, entre les idées, les pensées, le moment de détresse et le passage, ce que je dirais,
le passage à l'acte. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi à travailler, tu vois, avec les thérapeutes ou des assos, pour comprendre un petit peu, justement, évaluer le risque. Parce que c'est pas évident. Ça pose aussi la question qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à hospitalisation sous contrainte ou pas. Je crois que quand une personne se sent vraiment en détresse, il est important d'écouter ce que la personne traverse sans minimiser, de valider et si besoin effectivement d'aller aux urgences ou d'appeler les urgences, mais d'agir et de pas laisser la personne dans cette situation de détresse importante. Je te rejoins sur quand on pose la question de est-ce que tu veux mourir ou est-ce que tu veux que la souffrance s'arrête ? Je pense que dans la grande majorité des cas, c'est quand même je veux que la souffrance s'arrête, je veux arrêter de souffrir. Moi, en tout cas, dans mon cas personnel, je pense pas que l'intention première, c'était celle de mettre fin à sa vie. Enfin, tu vois, genre, je pense qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre de la vie n'est plus soutenable parce que la souffrance est trop grande et que ça a aussi été le manque de solution face à cette détresse. Ouais. En réalité, il y a des solutions qui marchent et qui fonctionnent. Il y a des thérapies qui ont prouvé son efficacité. Je crois beaucoup en la force du témoignage sur le rétablissement. Ça, je pense que c'est très nécessaire d'avoir des voix qui s'expriment, qui disent que c'est possible de vivre, mais de bien vivre, pas d'être dans la survie. Parce que ça aussi, moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était une de mes peurs, de me dire, mais de faire toute ma vie dans la survie, c'est pas une option pour moi. Ou ni même de rechercher à être normal, parce que ça, c'est la phrase que j'entends le plus. Que j'ai dite aussi beaucoup qu'en thérapie. Je veux être normale. Donc, moi, je préconise que non. Moi, je dis que l'hypersensibilité, c'est un sacré pouvoir. C'est une sacrée capacité d'empathie. C'est une réflexion sur soi, sur le monde, sur la créativité, sur plein de choses. Et que c'est aussi un super pouvoir. Moi, j'aime pas le mot super pouvoir. Bon, on s'en fout du mot. Ok, c'est d'accord. Pas l'idée. Quand je dis super pouvoir, c'est que c'est aussi... je pense vraiment que ça permet une connexion autre avec le monde, avec les gens. Ouais, mais quand c'est les émotions qui sont source de souffrance. Parce que moi, j'étais dans ce truc de je ne veux plus rien ressentir, tellement chacune des émotions agréables ou désagréables provoque des effondrements émotionnels, de la détresse, et que c'est très difficile dans le quotidien. Et en plus, ça détruit les relations autour, et en plus de me détruire moi. Tu vois, moi, pendant longtemps, le truc de l'hypersensibilité est un super pouvoir, c'était quelque chose qui n'était pas du tout entendable pour moi. On n'emploie pas ce mot, on a dit. Mais, tu vois pourquoi j'ai beaucoup de mal avec ça ? Ce que je vais te poser comme question, vas-y. Et bientôt, il faut qu'on conclue. Qu'est-ce qui fait que tu es engagée comme tu es engagée et que... Vas-y, pose ta question. Vas-y, pose ta question. Qu'est-ce qui te le permet ? Ne me dis pas qu'il n'y a pas aussi un peu d'hypersensibilité et de sensibilité au monde et aux gens et au fait que tu es quelqu'un d'empathie, de généreux, d'engagé. Ah bah c'est sûr que j'ai bien trouvé mon métier. Militante, c'est le métier qu'il me fallait. Ouais. Mais c'est aussi ce qui permet le dépassement de soi, les émotions et la sensibilité. Et que je comprends aussi que ça peut être une source de souffrance, mais que on peut aussi apprendre à changer notre posture par rapport à ce qui nous traverse et à nos émotions pour qu'elles soient aussi petit à petit beaucoup moins intenses. Et même si c'est 10%, 20% de changement, 30%, c'est OK. Bah c'est plus, pas forcément l'intensité, mais les conséquences qu'elles ont sur la vie, dans le quotidien, etc. Parce que finalement, c'est pas tant ressentir des émotions, je sais pas,
En tout cas, c'est ce qui va nous pousser à vouloir que la souffrance s'arrête quand c'est très intense, par exemple. Ouais, complètement. Mais c'est aussi, et ça c'est très dialectique, qu'elles te permettent aussi le dépassement de toi, elles te permettent aussi de faire passer tous ces messages. Et donc si, c'est aussi un super pouvoir. Bon, on résoudra pas ce débat maintenant. On en parlera en off et tout. Mais ouais. On arrive bientôt sur la fin de ce podcast. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait ? Espoir, déjà, le premier mot qui me viendrait, ça serait celui-là. Ok. Et que je pense que... Putain, c'est dur. Espoir, ouais, ça serait le mot. Et surtout de penser aussi, je pense à ça, que les chutes ou les rechutes ne sont pas des chutes. Et qu'elles font partie du rétablissement. Et que certains enfants apprennent à marcher beaucoup moins rapidement que d'autres et vont se prendre plein de gamelles. Mais pour autant, ils vont peut-être mieux marcher après parce qu'ils auront appris plein de compétences et plein de stratégies pour bien marcher. Et tu sais quoi, mon mot de la fin, ça va être un peu le même que le tien. Moi, dans le rétablissement, j'ai été très soulagée d'apprendre que les rechutes faisaient partie du rétablissement. Et en fait, je te rejoins là-dessus dans le sens où, en fait, c'est pas grave de rechuter. C'est pas grave. Parce que, en fait, plus on rechute, plus, tu vois, comme tu disais, tu mets en pratique aussi les compétences que tu as apprises en thérapie. Et en fait, moi, c'est aussi ce que j'ai constaté. C'est-à-dire qu'au début, les crises sont très intenses, ça prend des proportions, voilà. Et en fait, au fil des crises, c'était aussi un apprentissage de mieux en mieux mettre en pratique les compétences que j'avais apprises en thérapie. Et qu'en fait, je me remettais sur pied beaucoup plus rapidement, en fait, qu'avant. Jusqu'à même, finalement, ne plus faire des crises aussi grandes que ce que j'avais avant. Donc je te rejoins aussi sur le mot de la fin. En fait, c'est pas grave de faire des rechutes. Ça fait aussi partie du processus et que en fait, c'est justement une opportunité de mettre en pratique les compétences de thérapie. C'est une opportunité de consolider les liens qu'on a avec nos proches, de peut-être réajuster aussi le cadre qu'on avait mis au début de finalement ça, je t'avais dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et finalement là j'avais un besoin différent et c'est toujours une opportunité de mieux se connaître. De mieux apprendre aussi avec les autres, une opportunité pour nos proches, peut-être que cette fois t'as merdé et puis voilà, culpabilité, et puis peut-être que la prochaine fois on fera différemment, on expérimente. Et moi j'aime bien ce truc de aussi on co-construit la relation avec nos proches, mais en fait ça se trouve au début on sait pas du tout de quoi j'ai besoin, ce que je ressens, qu'est-ce que ça va être, et on co-construit comme ça au fil du truc, et c'est une meilleure connaissance de soi à chaque fois. Ouais. Et que surtout, dans la vie, rien n'est figé, rien n'est permanent. Ouais, que carrément. La seule permanence, c'est l'impermanence. Oh là là. Désolé. Je crois juste qu'il faut... Ça serait pas mal, juste pour terminer, de dire qu'on entend souvent que les personnes avec un trouble de la personnalité borderline sont dangereuses, ont sale caractère. Manipulatrices. Qu'est-ce qu'on entend d'autre ? Capricieuse. Égoïste. Ouais. Et je voulais quand même qu'on se dise que, non. Et que ce sont aussi, et avant tout, des personnes très sensibles et très empathiques. Mais que quand on est dans un moment, justement, de détresse ou happé par ses émotions, il n'est pas toujours facile de pouvoir accéder à ce qu'on appelle justement la mentalisation, et que ça fait pas pour autant de ces personnes des mauvaises personnes, avec un mauvais caractère ou qui manipulent. Voilà, et ça c'est quand même important de le spécifier parce que c'est le genre de remarque qui m'agace profondément, donc je voulais quand même le dire, c'était mon coup de gueule de la fin. Merci Manon. Pour les personnes qui nous suivent, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Souvenez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important.
Et si jamais il y a des personnes qui souhaitent témoigner sur leur parcours de rétablissement avec le trouble de personnalité borderline, vous pouvez m'écrire voyageusaunaturel@gmail.com. J'essaye de rassembler des témoignages de plein de... Enfin voilà. Et je tiens à préciser aussi s'il y a des proches de personnes diagnostiquées borderline qui ont réussi à nouer des liens, je ne sais pas comment on pourrait dire, épanouissants, équilibrés. C'est bien ça comme mot? Je te regarde en mode... et que vous souhaitez partager peut-être ce qui a fonctionné, comment vous avez appris que votre proche était une personne diagnostiquée borderline, qu'est-ce que ça a suscité chez vous. Enfin voilà. Si vous souhaitez témoigner, vous m'envoyez un email et voilà. Merci beaucoup Manon. Merci Abby. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et souviens-toi de t'abonner pour être averti des nouvelles sorties. Tu peux me suivre sur TikTok et Instagram sous le nom de Voyageuse au naturel, tous les liens sont en description. Je t'envoie mes ondes les plus positives et on se retrouve très vite pour encore plus d'échanges inspirants.